Hello à tous. Vas-y Romain. Salut Sophie, salut Nicolas, ça roule? Salut, très bien. Bon, bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà quand même pas mal de gens qui sont connectés, hein. Les gens sont ponctuels aujourd'hui, c'est super. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit message pour nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? S'il n'y a pas de coupure, si la qualité est bonne, ce serait hyper sympa. Surtout Nicolas, parce que c'est quand même lui qui va beaucoup parler. Yes, surtout Nicolas. De quoi? Je t'ai pas écouté. Je démarre super bien le webinaire. Je t'ai même pas écouté. Qu'est-ce que tu as demandé? Je te demandais, non, juste de dire quelques mots pour savoir si les gens t'entendent bien et te voient bien, parce que tu vas être notre, notre invité de marque aujourd'hui, donc il faut absolument Speaker. qu'on te voit bien. Bonjour tout le monde. Donc, suivez la consigne, écrivez si c'est OK, si Impeccable. vous entendez bien. Bon, c'est bien. Bah, je pense que, écoute, tout le monde entend bien, voit bien. Sophie, je parle sous ton contrôle. Comment on attend encore une petite minute? Je pense qu'on peut attendre une petite minute encore. Pendant ce temps-là, tu peux peut-être présenter Embarque très rapidement. Comme Yes. ça, les gens savent qui on est. Et puis on laissera Nicolas continuer. Ça marche, on fait comme ça. Bon, bah déjà, merci d'être là. Un webinar haut et en couleur, comme on a l'habitude de les faire chez Embarque. Là, aujourd'hui, on va parler de business avec Nicolas. Embarque, c'est une société pour information de portage salarial. Donc, nous, on permet aux freelance d'avoir tout le confort d'un CDI du régime général. Donc, notre boulot, c'est facturer le chiffre d'affaires des consultants indépendants, des freelances, en bulletin de salaire, dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD. Ce qui permet pour les freelances d'avoir tout le confort du régime général. Donc, les tickets resto, le pôle emploi, la sécurité sociale, la prévoyance. Donc, c'est ça, le portage salarial. Et Embarque est une société de portage salarial un peu nouvelle, avec une expérience client qui est assez cool. On est en train d'essayer de rendre sexy ce qu'il ne l'est pas. Donc, le portage, du droit commercial, du droit social, du droit fiscal. Bon, c'est pas super sexy, mais on arrive à tout transformer et rendre une copie plutôt sympa avec une expérience plutôt fun et avec toujours la transparence, l'éthique des matelots qui est chez nous. Alors, dans ce cas-là, on a quand même pas mal de consultants, donc des consultants qui développent leur propre business. Et puis, ces gens-là, de temps en temps, pas forcément leur affaire. Ils ont peut-être envie de conseils, ils ont peut-être envie d'être orientés. Ils sont parfois excellents dans leur cœur d'activité, mais ils ont parfois un petit blocage, quelques petits blocages sur la partie commerce. Parce que pas commercial qui veut, Nicolas, je pense que tu me rejoindras sur ce point. Il y a peut-être deux, trois choses à savoir. Mhm. L'idée, c'est ça, c'est de rendre, pareil, la vente qui, d'a priori, n'a pas l'air sexy non plus, de manière accessible et vulgarisée. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, c'est cool. Alors apparemment, je vais essayer de me rapprocher. J'espère que vous m'entendez encore bien, mais si vous ne m'entendez pas, il n'y a pas grande importance étant donné que aujourd'hui, le capitaine, c'est Nicolas. Donc, globalement, aujourd'hui, pour les consultants indépendants, mais aussi pour les entreprises, on va parler de commerce, on va parler de rebond, on va parler de bonnes pratiques, aussi d'erreurs à éviter, des fondamentaux du commerce, pour que vous ayez un bon vernis. Et Nicolas se pose en maître sur ces sujets. Et donc, il va essayer de vous faire un petit pitch un peu sympa. Si je suis plus près du micro, c'est impeccable. Bon, je vais me rapprocher. Donc, il va vous proposer un petit pitch un peu sympa pour cette première approche, pour cette discipline, voire cette torture pour certains, le commerce. Nicolas, c'est à toi. Super. Bah, écoute, je vais t'emboîter le pas, hein. Il y a des choses qui sont pas sexy pour bon nombre de professionnels, de freelance. Et c'est de ça qu'on va parler là maintenant. Je vais vous partager mon écran. L'idée, en fait, c'est partir ensemble sur un pan de vulgarisation. Donc, je vous partage mon écran et je suis à vous tout de suite. Alors, clac. Et si ensuite vous pouvez me dire, alors, je vois pas le chat là, si Sophie, tu peux me dire si c'est OK et que tout le monde voit l'écran, Ouais, ce on, serait on voit, super. on C'est voit bien. impeccable. C'est impeccable. On voit très bien la presse et c'est parfaitement fondu. Génial. Bon, bah, pour me présenter, moi je m'appelle Nicolas Cogan, je suis fondateur de Mon Business Coach. Mon métier, de manière simple, en fait, c'est d'aider les entrepreneurs à atteindre ou dépasser leurs objectifs
avec des solutions le moins théoriques possible, simples, pragmatiques et directement issues du terrain. Parce qu'avant de développer mon business coach, eh bien, en fait, j'ai une forte expérience terrain où je suis passé de simple vendeur à directeur de réseau d'indépendants, que ce soit en franchise, gérance mandat, licence de marque ou autre. Donc là, il y a quelques marques qui font partie de mon parcours qui sont citées ici. Mais bon, l'idée, c'est pas parler de moi, c'est parler de la vente. Mon business coach aujourd'hui, rapidement, je travaille avec plusieurs cibles différentes, des solo-entrepreneurs indépendants freelance pour une part, et le reste des startups, des réseaux de marques, des PME. Et c'est une société qui est ouverte depuis 4 ans. Il y a à peu près ça a grandi depuis le slide. 57 entreprises accompagnées, 262 professionnels accompagnés hors le volet des programmes en ligne. Et puis, depuis l'année dernière, un segment d'affaires en collaboration de compétences pour les indépendants en quête de visibilité sur une boîte qui s'appelle Développe ta boîte à ton image. Voilà pour ça. Donc, le plan de l'intervention, de quoi je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler des ambitions de cette intervention de façon courte, quelques constats terrain dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être. On va s'arrêter une minute sur les freins à l'achat, également sur la mécanique de vente de base, mais souvent on est plus motivé à éviter quelque chose plutôt qu'à gagner un hypothétique gain. Donc on va vraiment rester aussi un petit peu sur les 5 erreurs communes qu'on voit régulièrement chez les freelances indépendants quand ils sont dans l'exercice de la vente et qui confrontent leur offre à des prospects. Si c'est OK pour vous, eh ben, on peut attaquer sur les ambitions de cette intervention. Bon, on a parlé de matelot. Moi, j'ai mis un grand matelot ici avec Michel Desjoyaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques jours. Pour étayer ça, tout simplement, l'ambition, c'est de vous aider à ajuster vos voiles en fait concernant les fondamentaux de la vente. On ne va pas rentrer là dans des techniques supra-avancées parce qu'en fait, à aujourd'hui, on est dans une ère où on cherche des hacks, on cherche des solutions rapides, c'est cool, mais c'est souvent les fondamentaux qui font cruellement défaut aux indépendants. On s'en dédouane et on le paye le prix souvent un peu cher. Donc l'idée, pour être conforme au cahier des charges qui a été demandé avec la super équipe d'Embarque, c'était simplement de revenir sur des fondamentaux de manière à être équipé sport et ajuster ses voiles dans les temps actuels. OK ? Donc, les constats terrain, moi, ce que je remarque régulièrement, c'est ce que j'entends régulièrement au travers des différentes interactions, que ce soit dans les groupes dans lesquels j'anime plusieurs entrepreneurs indépendants ou que ce soit dans les rencontres terrain, c'est que quand j'étais salarié, j'ai éprouvé aucune difficulté avec la notion de prix. Genre, j'étais top commercial de ma boîte, mais maintenant que je suis entrepreneur, c'est moi le produit. Ça devient complexe. Si c'est le cas pour des gens qui étaient top commercial dans leur boîte, imaginez quand on n'a jamais travaillé sur la vente. C'est compliqué en fait, c'est parfois compliqué de parler de soi, c'est parfois compliqué d'estimer sa propre valeur et c'est intéressant d'avoir des méthodes pour ça, on va les voir. Quand vient l'heure de se présenter, je voudrais répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je me tétanise, je n'arrive pas à trouver la frontière entre se raconter et se la raconter. Et on reste toujours sur un sentiment qu'on en dit trop ou pas assez. Et si c'est valable dans notre propre pitch, c'est souvent aussi valable dans la présentation de l'offre. On va en parler également au travers d'un petit voyage qu'on va faire tout à l'heure. Certaines fois, j'entends aussi, tiens, j'ai la sensation que je suis en train de passer comme un entretien d'embauche. Je me sens en position demandeur, c'est désagréable, j'aime pas la vente. Ok, ça c'est une histoire de posture, on pourra en parler également. J'ai pas appris la vente, à me projeter, je me sens pas capable. Ok, ça c'est quelque chose que j'entends souvent. Pourquoi ? Parce qu'on projette souvent le métier de la vente ou la vente tout court sur l'archétype des mauvais vendeurs. Et en fait, c'est pas, je jette de cailloux à personne sur le sujet parce qu'on est éduqué et bercé même avec le cinéma sur vendeur égale escroc. Et quand on se retrouve à poser, j'y vais peut-être un peu fort en disant escroc, mais si vous prenez les références de films qui parlent de la vente, c'est rarement très flatteur pour le métier. Pour le métier et les entrepreneurs, les commerciaux, les acteurs de la vente. Et donc l'idée en fait, c'est qu'on ne se reconnaît pas dans des techniques agressives ou dénuées d'éthique comme si c'était la norme.
Mais en vrai, c'est pas la norme. Donc, ce qui sera intéressant, c'est qu'on regarde ensemble aussi peut-être la définition de ce qu'on pourrait appeler la vente. On peut même l'avoir tout de suite, hein. C'est aider quelqu'un à faire un bon choix pour lui, l'aider à s'autoriser. Et on va regarder ça dans les détails. Et puis il y a une chose en fait qui revient vraiment régulièrement, notamment sur les professionnels qui n'ont pas, qui n'ont jamais approché la vente dans leur fonction auparavant, qui ont une belle expertise et qui ont décidé d'en faire leur métier. Et je trouve ça, il y a rien de plus noble que ça, je trouve. Et en fait, qui se retrouvent finalement à se dire: «Ouais, mais la vente, c'est pas pour moi, j'ai pas confiance en moi». Et moi, je veux juste ici, avant de commencer, dire: voilà, la confiance en soi, c'est à aucun moment, c'est être sûr de soi, d'avoir une certitude. J'aime bien considérer que c'est davantage dans le domaine de la prédiction. Alors, si on se laisse affecter par des doutes, des incertitudes, le fameux regard des autres, la critique, les échecs, parce que quand on fait du commerce, il y a des échecs. On n'a pas 100% de taux de conversion ou de transformation sur les ventes. C'est logique. Donc, il y a des échecs. Bah, ça peut engager des effets comme empêcher de continuer dans l'action ou tout simplement laisser éclipser un peu votre réalité ou vos possibilités. Conséquence, on se lance plus de défis, plus de risques, et si on passe plus à l'action, bah, ça nourrit encore une fois ce manque de confiance. Donc, c'est important de penser peut-être un peu à l'inverse, hein, passer à l'action, oser, confronter votre offre, même si c'est dur, même si ça fait peur certaines fois. Ça permet simplement de muscler la confiance en soi, qui permet de gagner en expérience, et c'est l'expérience qui se transforme en compétence. Et sans vous connaître, j'imagine bien que les éléments, ou en tout cas les domaines dans lesquels vous avez confiance en vous, c'est les domaines souvent où vous avez vos compétences. Et souvent, l'île filme à l'inverse. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que la vente, c'est aussi un travail sur soi dans certains cas. Si c'est OK pour vous, je vais poursuivre avec notamment la notion de frein à l'achat. Sur les freins à l'achat, en fait, j'entends pas par là les objections à proprement dit, mais en tout cas, les 5 univers ou les 5 choses qui amènent à créer des objections. Et c'est très simple, et il n'y en a pas 1000, il y en a 5 des barrières. C'est le ça coûte trop cher. Ok, on va rentrer dans le détail de chacun de ces blocs. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher pour moi. C'est-à-dire, grosso modo, je pense que ça peut marcher, mais pas pour moi, parce que moi, je suis unique, ok, ou ma société est unique, ou alors il y a quelque chose qui n'a pas été pris en considération, et du coup, je ne me reconnais pas dans l'offre. Il y a le je peux attendre, et le c'est trop difficile. Et en fait, c'est de ces 5 barrières-là que vous allez avoir la naissance d'un certain nombre d'objections, à part peut-être les objections de mauvaise foi. Mais en tout cas, les objections trouvent souvent naissance dans ces 5 barrières-là. Donc, si on rentre finalement dans déjà la notion de coût, ça coûte trop cher. Faut partir du principe que peu importe votre cible, toute dépense est considérée comme une perte. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais travailler un consultant X sur la mission machin, j'aurais mangé un budget que je pourrais pas mettre sur un consultant Y sur la mission autre. Ok? Donc toute dépense est considérée et en tout cas ressentie comme une perte. Et l'aversion à la perte, elle fait hésiter. Et le prospect, en fait, le prospect là-dessus, il peut être en ballottage parce qu'il sait très bien qu'en fait, il peut pas tout avoir. Parce que l'objection des budgets et ainsi de suite peut arriver aussi très rapidement. Donc ce qui est important à considérer, c'est la valeur. Ok, donc c'est pour ça aussi que vous soyez aussi conscient de la valeur de ce que vous apportez. Si votre solution coûte 10 000 euros et qu'elle peut économiser ou faire gagner 300 000 euros à votre client, à votre prospect, on peut imaginer que là, c'est la valeur qu'il faut vendre. Ok, dès lors qu'en fait, vous avez des objections ou des barrières liées au prix, dans tous les cas, même avant de les avoir, eh bien en fait, il faut que vous poussiez davantage la valeur et les bénéfices que le prix. Sauf qu'il y a une réalité, c'est que beaucoup de gens vendent comme ils achètent. Et donc, vous vous privez aussi certaines fois, quand vous êtes dans cette posture-là, d'associer sa valeur. Et ce que vous connaissez, votre expertise,
elle a moins de valeur parce que vous la connaissez. Mais en face de vous, vous avez des gens à qui il faut mettre en valeur peut-être l'expérience, le nombre d'années qu'il a fallu travailler pour ça, pour atteindre cette expertise, le temps que ça leur permet d'économiser, l'argent que ça leur permet d'économiser, les soucis que ça leur enlève. Grosso modo, qu'est-ce que ton offre peut permettre à ton prospect d'avoir, d'économiser, de soigner, de paraître? Bref, tu peux mettre tous les verbes que tu veux vraiment pour comprendre là où finalement, à la place de ton client, il peut avoir de la perception de valeur et toujours vendre la valeur et pas rentrer dans le piège de systématiquement être sur le prix, le prix, le prix. Parce que quand j'accompagne des indépendants sur des rendez-vous, des freelances sur des rendez-vous, des commerciaux, des directeurs commerciaux sur des rendez-vous, eh ben, ils se font encore majoritairement piéger de cette manière-là et ils plantent les graines des problèmes qu'ils vont avoir après, justement en n'appuyant pas suffisamment sur la valeur. Ça ne va pas marcher pour moi. Ça, c'est intéressant. C'est que le prospect a un doute, il ne pense pas que le produit est capable de tenir ses promesses. Ou alors que pense que le produit peut tenir ses promesses, mais pas nécessairement dans son cas précis. Et donc, c'est important systématiquement dans vos ventes d'être assez au clair sur ce qui est du domaine des preuves sociales, des éléments de réassurance, que ce soit les recommandations, les témoignages ou les histoires, les parcours que vous avez pu faire chez certains clients. Et quand ça va pas marcher pour moi, bah forcément, vous allez trouver le témoignage, la recommandation ou l'histoire vraie qui colle au plus près du profil de votre interlocuteur. Le « je peux attendre », c'est arrivé à tout le monde finalement d'avoir un effet « ouah » sur une prestation, un effet « ouah » sur une offre de service et en même temps se dire « ouais, en même temps, c'est pas pressé ». Et donc, c'est important quand vous êtes dans votre démarche commerciale en tant que freelance, en tant qu'indépendant, d'être aussi dans une logique de création d'urgence dans certains cas. C'est-à-dire, hop, ça n'a pas marché, ça remarche. C'est-à-dire que l'urgence peut être créée sur vos propres disponibilités. Dès lors qu'il a perçu la valeur chez vous, eh ben, c'est de jouer la rareté, finalement, la rareté pour créer de l'urgence. Ça peut être une urgence marché, une urgence contextuelle. Ça peut être aussi le coût cumulé de ne pas utiliser votre service à aujourd'hui. Si par exemple aujourd'hui vous avez entreaperçu que vous pouviez faire gagner ou économiser une certaine somme par mois ou enlever un certain nombre de cailloux dans la chaussure de votre prospect par mois. Okay ? Ce qui est intéressant, c'est de considérer également, de mettre en perspective, s'il se décide que dans 3 mois, combien de cailloux il aura dans sa chaussure à ce moment-là. Combien d'argent il aura eu en manque à gagner ou combien de dépenses finalement à perte il aura généré d'ici là. Et ensuite, les éléments d'urgence peuvent être liés aussi au stock. Alors, j'imagine, peut-être à tort, que l'audience ici est majoritairement sur de la vente de services, mais votre stock, c'est également votre temps. OK ? Et puis, sur certaines propositions commerciales, il peut y avoir aussi des dates de clôture de vente avec différents leviers, on va dire, en termes de tarifs. Et tout ça, ça peut s'expliquer, s'argumenter de façon relativement facile. Il y a la question aussi, dans les dernières barrières, de « c'est trop difficile ». Le prospect est intéressé par votre solution, mais il imagine la mise en œuvre complexe. En conclusion, il ne va pas acheter. Donc l'idée, en fait, ici encore, c'est de vulgariser. Okay ? C'est-à-dire que si je vois que je dois acheter, je ne sais pas moi, une souris, et qu'en fait, cette souris-là, elle me plaît, mais qu'en fait, elle est en kit avec une notice de 5000 pages en chinois, probablement qu'elle me plaît déjà un petit peu moins, parce que je me dis, waouh, je ne l'utiliserai jamais, parce que j'ai pas envie de me farcir cette fameuse notice comment dire, en tome ou en volume de cette manière-là. Donc, l'idée, encore une fois, c'est essayer, tant que faire se peut, de voir comment vous pouvez simplifier, apporter de la pédagogie, de la vulgarisation,
Parce que si je fais appel à vous en tant que prestataire, en tant que fournisseur, c'est probablement aussi pour combler un domaine sur lequel je ne suis pas bon, sur lequel je n'ai pas l'expertise. Donc, nécessairement, c'est vous l'expert. Donc, c'est à vous de rendre accessible votre expertise dans vos modes de vente, parce que les 5 barrières qu'on a vues là, il ne faut pas attendre l'objection finalement, attendre les objections pour les avoir finalement intégrées dans votre façon de communiquer pour que les choses soient simples, qu'il y ait toujours une urgence à venir vers vous et que la perception de valeur soit claire pour les gens. Voilà pour ces 5 valeurs, moi, qui me semblent relatives, enfin 5 valeurs sur ces 5 barrières qui me semblent intéressantes à prendre en considération, simplement pour, encore une fois, comment dire, limiter les obstacles, fluidifier votre discours, à rassurer, avoir un positionnement adéquat quand vous êtes dans l'exercice de vendre vos prestations. Si vous êtes conscient de ces freins à l'achat, ben nécessairement, vous allez les intégrer dans votre discours pour minimiser non pas la casse, mais maximiser l'expérience client pour lui faciliter la vie à accéder à vos services. Ce que je trouve intéressant ici, c'est encore une fois regarder comment fonctionne la mécanique de vente au niveau d'un entretien de vente. On va parler vraiment, on est sur du très très basique, ok? C'est qu'on va être sur de la prise de contact, découverte, présentation, argumentation, prix, négo, conclusion. Bon, c'est des gros blocs qui peuvent être travaillés différemment, mais dans tous les cas, il y a un ordre des choses pour envoyer les différents déclencheurs psychologiques. Mais quand on n'aime pas la vente, on pourrait très bien aussi se dire, grosso modo, la première phase, c'est de comprendre, la deuxième, c'est d'inspirer, et la vente, c'est à la fin, c'est un acte administratif. Okay, on pourrait aussi se dire la vente, c'est comprendre et inspirer, et le reste, c'est un acte administratif. Sauf qu'on sacralise beaucoup la partie vente, prix, négociation, comme étant quelque chose d'anxiogène, parce qu'on n'est pas à l'aise avec la monétisation. Bon, parce que si, quand on est entrepreneur, on a forcément des enjeux derrière. Mais quand vous recommandez un film à un ami, quand vous lui dites « Ah, il faut absolument que tu ailles voir le dernier Tarantino », à la base, tu es en train de lui vendre une idée. Vous êtes en train de lui vendre une idée. Et il n'y a pas de problème, et vous êtes très très flex et très très confort là-dessus, parce que, bon voilà, on lui donne un conseil, quelque chose qu'on pense bon pour lui. La vente, c'est pas autre chose. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner parce qu'il y aurait une monétisation à un endroit. Okay, parce qu'encore une fois, une entreprise, les freelances, c'est une offre de service, une vente, un client. C'est ça l'entreprise. Donc la vente, c'est quelque chose qui reste quand même globalement assez central. Donc, si vous voulez vendre et maximiser, c'est vraiment le résumé de centaines et centaines d'accompagnements terrain depuis 20 ans. Si on comprend cette phrase, on comprend tout le système. C'est « j'en ai rien à faire de ta solution tant que tu m'auras pas démontré que tu as compris mon problème ». Ça, c'est super important parce que, en fait, on entend beaucoup de gens et on va voir les schémas, on voit le schéma idéal, on va voir aussi les schémas de fiasco là, juste derrière. En tout cas, les garanties que ça ne fonctionne pas, c'est que souvent, on va parler de notre solution, mais la personne, lui, il a besoin qu'on lui démontre qu'on a compris son problème. À partir de là, il commencera à s'intéresser à votre solution. Et plus vous allez appuyer sur votre solution sans avoir démontré que vous avez compris le problème, plus la personne va se fermer, à moins qu'elle ait un méga besoin, mais en tout cas, l'expérience client ne sera pas honorée. Donc, bien sûr, pour démontrer, il va falloir avoir la notion, ce qui est en orange, l'écoute active, un mode co-construction, quelque part se mettre aussi du même côté du comptoir, au même côté du bureau en fait que le décisionnaire, et puis bien sûr pour vous permettre de comprendre son problème. Ok ? Donc ce que nous on remarque sur le terrain, parce que chez mon business coach, je suis amené aussi certaines fois à faire intervenir d'autres professionnels du conseil, mais qui ont toujours fait aussi leurs armes sur le terrain avec des résultats probants. C'est important à mes yeux. C'est que
il y a des bonnes pratiques et des moins bonnes pratiques. C'est que ce qu'on constate, c'est que certaines fois, on a des gens, justement, qui vont mélanger ces phases-là avec les conséquences que ça peut avoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque chose, mais en fait, en tout cas, de l'importance que ça suive des déclencheurs psychologiques chez votre interlocuteur. Si vous rentrez en prise de contact avec quelqu'un et que vous commencez à déballer tout de suite votre proposition d'offre, qu'est-ce qui se passe? Rapidement, on va arriver au prix de la négociation, prix et négociation, et rapidement, en fait, la personne va commencer à émettre des objections, des choses qui vont pas bien. Et là, vous allez vous retrouver dans la position supra-inconfortable qui nourrit tous les clichés, de poser des questions par strict intérêt, de poser des questions strictement liées au fait de répondre à l'objection. C'est inconfortable pour vous, c'est inconfortable pour l'acheteur qui vous voit comme quelqu'un d'intéressé, pas forcément dans une compréhension en fait de son problème avec toute l'expertise qu'on pourrait y apporter à côté. Donc souvent, fonctionnant comme ça, c'est vraiment une garantie que la conclusion soit compromise. On a aussi le schéma qui est un piège que peuvent tendre certains de vos acheteurs ou de vos interlocuteurs prospects, c'est de vous embarquer direct sur le prix et la négo. Quand vous faites ça, la problématique, c'est qu'en fait, le client ou le prospect va systématiquement se mettre son échelle de valeur sur votre produit, sur votre prestation. Il ne va pas forcément voir à quel niveau vous allez passer tout le reste du rendez-vous à créer de la valeur, à essayer d'apporter de la valeur par rapport au prix qui s'est fixé. Et si il n'est pas de la partie, il ne connaît pas les prix généralement pratiqués, ou même s'il est dedans, il va fixer l'idée du prix qui est positionné au démarrage comme dans son échelle de valeur, sa perception, ses croyances. Et ça, à ce moment-là, vous ne les connaissez pas. Donc, vous allez passer l'ensemble de votre rendez-vous ou de votre deal à courir, à construire de la valeur un petit peu à l'arraché, et force est de constater qu'on remarque que l'issue est rarement positive. On a aussi, c'est souvent moins dramatique, mais certaines fois un petit peu dangereux, c'est de mélanger découverte, présentation et argumentation. C'est souvent très très sympathique, mais en même temps, on va commencer à argumenter sur des choses où on n'a peut-être pas identifié, on n'a peut-être pas reformulé quels sont les points les plus importants pour notre client dans son processus de choix. Ça, on va le regarder là tout à l'heure. Et du coup, on mélange les deux. Et ce que vous dites, vous le savez, donc pour vous, c'est clair. Mais pour votre interlocuteur, ça peut certaines fois être assez balèze. Ça peut être assez balèze à récupérer. Trop d'infos tue l'info, tout le monde sait ça. Donc au bout d'un moment, pour se positionner sur la décision, c'est pas toujours ce qu'on peut appeler facile. Donc finalement, moi j'aime bien simplifier les choses, c'est entrée, plat, dessert, café, addition. Voilà, l'idée c'est de ne pas oublier l'addition. Il y a 5 étapes, et je vais vous prendre un exemple. Si demain on est amené à se rencontrer dans la vie, dans la vraie vie, et qu'on va déjeuner au restaurant et que le serveur arrive, il vous pose un café, il vous donne l'addition, ensuite il y a le plat de résistance, on mange l'entrée et le dessert, probablement que vous n'allez pas passer tout à fait la même après-midi que si vous aviez mangé les choses dans l'ordre, tout simplement parce que déjà votre corps, votre organisme ne va pas assimiler les nutriments de la même manière. Eh bien, pour l'information, c'est exactement pareil. Et c'est intéressant, en fait, d'avoir une structure, finalement, quand vous vous retrouvez en interaction avec vos prospects. Une structure qui favorise son expérience client, bien sûr, mais qui favorise l'assimilation des informations d'un côté comme de l'autre. OK ? Voilà pour cette partie. Alors, le fait de ne pas vous voir, c'est toujours troublant par rapport au fait d'avoir du feedback ou pas. Mais ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur les 5 erreurs communes qu'on voit ultra régulièrement sur le terrain et qui sont probablement les 5 erreurs sur lesquelles vous avez un levier facile sans forcément y passer des heures et refonder l'ensemble de votre
de votre parcours de compétences sur les ventes. Bon, Nicolas, je me permets de te Ouais, donner un petit peu de soutien et avec plaisir. je te permets aussi de reprendre ton souffle et de boire un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas un exercice qui est difficile, qui est facile, pardon. Mais là, pour le moment, c'est très clair. Moi qui aime le commerce à mes heures perdues, tout se passe très bien et la présentation, à mon avis, est très appréciée. Donc, quoi qu'il arrive, les questions, les chats, j'y répondrai et puis après, je mettrai en relation évidemment. Donc, sois complètement serein, tout va très bien pour le moment. Je le suis, mais tu me sauves parce que j'avais super soif. Et, tu le dis, tu me fais un signe et puis je, je reprends la main. Dès que je sors ma tasse. Exactement, ça roule. Donc, en tout cas, dans les pièges, ou en tout cas les choses qu'on remarque régulièrement, c'est que, ou dans les erreurs communes, moi, j'aurais gagné ma journée, j'aurais gagné mon heure si, rien que sur ce premier point, euh, certains d'entre vous se mettent au clair au travers de ce webinaire. C'est-à-dire vendre le trajet au lieu de la destination. Et ça, c'est quelque chose qui me semble relativement important. C'est que, écoutez, je vais vous envoyer en voyage 5 minutes, juste pour vous expliquer la chose. Imaginez votre offre serait une destination. Là, ici, par exemple, l'exemple, c'est la destination. Qu'est-ce qu'on achèterait ou qu'est-ce qu'on vendrait si on vendait cette destination? On achèterait peut-être pour la Martinique des plages de sable fin, de la mer à une certaine température, du temps, enfin du temps pour bouquiner un peu en vacances, farniente, la gastronomie, peut-être une série de hotspots sympas à faire sur l'île, que ça soit une rando sur la presqu'île de Tartane, que ça soit plonger avec des tortues à l'anse du Fou, ou je ne sais. Ça serait peut-être, on vendrait aussi peut-être ce temps de qualité qui est si rare dans certaines vies au niveau familial, si vous y allez en famille, en solo, si vous voulez être tranquille, les deux marchent, ok. On vous vendrait peut-être aussi le bénéfice, ne serait-ce que pour votre système immunitaire, d'avoir pris un paquet de vitamine D, rentré avec la patate au bureau ou dans votre entreprise dès la rentrée, avec une bonne mine, plein de trucs à raconter. Voilà ce qu'on vendrait. Voilà ce que vendent les agences aussi. Voilà ce que vendent tous ceux qui vendent. Mais il y a une majorité de professionnels, et on le retrouve de façon très massive chez les freelances et les indépendants, qui eux, ils vendent pas du tout en fait la destination, ils vendent le trajet. Donc, on part au même endroit, je vous le vends différemment, ok? Imaginez, on vous vendrait donc avant déjà, tu vas faire ta valise, tu vois, ça va être un casse-tête parce que si t'es jamais allé, tu vas dire est-ce que je prends des vêtements pour la pluie, je ne vends pas prends des vêtements manches longues, manches courtes. Ah oui, mais il y a un transfert à l'aéroport, peut-être que je vais me cahier, je vais prendre une doudoune, ainsi de suite. La valise, elle fait un poids, un format, voilà, pas une contrainte. Personne ne te vend ça. On va pas te vendre non plus les bouchons pour aller à l'aéroport parce que tu as choisi de partir vendredi ou tous les jours, ça dépend des villes. Ok? On va pas te vendre les bouchons. On va pas non plus te vendre la queue interminable à Roissy ou à Orly pour enregistrer tes bagages si tu as des bagages. Tu sais, ces fameuses queues là où tu vas voir les enfants, des enfants turbulents qui courent partout et tu dis, mais ils n'ont pas de parents ces gens-là? C'est en priant pour qu'ils ne soient pas, en croisant les doigts, pour qu'ils ne soient surtout pas dans la même cabine que toi. Et on te vend jamais ça. Ok? On te vend encore moins le fait d'avoir les genoux coincés sur le siège d'en face avec le truc de climatisation sur le nez. Bon, il se règle, hein, mais c'est jamais très agréable. On te vend pas. Alors moi, je suis un pro de ça. Je m'endors tous les vols du vendredi, je m'endors sur mon voisin. Mais on te vend pas le voisin qui prend trop de place ou qui s'endort sur toi pendant le trajet. Bon, les gamins dans la file, au final, on ne te les vend pas sur le fait qu'ils étaient peut-être sur le siège à côté de toi ou dans la même cabine et qu'ils ont pleuré pendant 8 heures de vol. On ne te vend pas ça.
On ne vend pas non plus le manque de courtoisie que peut avoir d'autres passagers quand toi, ton espace vital est comment dire, est amputé de 20% parce que la personne d'en face a mis son siège sur toi et que toi, tu veux pas embêter la personne qui est derrière. On ne vend pas les grands menus gastronomiques, peu importe la compagnie, du fameux plateau repas, du célèbre plateau repas. On ne vend pas non plus l'attente pour savoir si tes bagages sont arrivés à destination en même temps que toi. On ne vend pas ça. Et on ne vend pas non plus le fait le voyage qui suit après, de récupérer ta voiture de location, refaire le check-in à l'hôtel ou arriver à l'heure à la location ou Airbnb que tu as pu prendre ici ou là. Personne te vend ça. Pourtant, chez les indépendants, chez les freelances, sur encore pas mal d'entreprises, on vend le trajet et on ne vend pas la destination. Maintenant, probablement que si on vous vendait la Martinique comme ça, l'économie touristique de la Martinique aurait moins de poids. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le trajet dans vos offres, le trajet, c'est quoi? Quelque part, c'est le mode de livraison. Quelque part, c'est le protocole en fonction des activités que vous avez. Certaines fois, ça peut être les méthodes utilisées. Voilà, j'ai plutôt telle approche ou telle méthode. OK. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler dans la vente, mais avant, on va vendre la destination, les machines utilisées, les informations techniques, les contraintes et parfois les modalités de contrat. Alors, on y reviendra peut-être, mais à ce stade des choses, dans la vente, comme dans votre marketing, l'idée, c'est de vendre aussi les bénéfices, mais aussi les bénéfices cachés. OK? Parce que oui, je peux faire une prestation de création de site internet, et dans ces cas-là, le bénéfice, c'est que j'aurai un site internet. Est-ce qu'il y a des bénéfices cachés, donc des bénéfices sous-jacents à ça, au sein même de mon entreprise? Ça, vous êtes les mieux placés en fait pour savoir quels sont les bénéfices cachés. Encore une fois, si vous faites une vraie découverte des besoins, une vraie découverte de votre interlocuteur, ça vous sera encore plus facile d'aller vendre ces fameux bénéfices directs et ces bénéfices cachés. Vendre les résultats, si votre activité le permet. Vendre les émotions. Ça dépend bien sûr des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, mais l'être humain achète sur de l'émotionnel et justifie sur du rationnel. Et certaines fois, on vend uniquement le rationnel. Quand on vend le trajet, on vend uniquement le rationnel, on ne vend pas l'émotionnel. Donc, il faut être prudent là-dessus et prendre conscience en fait de certaines choses, peu importe le niveau d'interlocuteur. Ça peut varier sur certains secteurs d'activité, certains secteurs, j'en bégaye, secteurs d'activité dans le B2B, mais globalement, l'être humain reste le même et doit pouvoir fonctionner de cette manière-là. On peut vendre aussi les contraintes évitées, l'appartenance à certaines valeurs, et ainsi de suite. Voilà, à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure concernant la vente de la destination Martinique pour votre prochaine semaine de vacances. Il y a deux manières de le faire. Donc, moi, la question que je trouve intéressante, c'est vous, quelle destination vous vendez à vos clients? Est-ce que vous vendez vos protocoles, la partie hyper technique, ou est-ce que vous vendez d'abord les bénéfices de ce que ça peut projeter, et ensuite vous rentrez vraiment dans cette phase de trajet en disant voilà, ça va se passer comme ci, comme ci, comme ça. Parce qu'aujourd'hui, j'utilise ci, ça. OK? Ça, c'est relativement important et ça dépendra encore une fois étroitement de la qualité que vous aurez donnée à la découverte des besoins de votre client, de votre interlocuteur. Idem, donc numéro 2, et ça c'est vraiment dans le top 2, on ne peut pas dire les choses autrement, c'est que on s'aperçoit que souvent, les découvertes de besoins sont beaucoup trop light. Donc, je vous ai mis quelques tips comme ça sur lesquels on pourra peut-être échanger lors du question-réponse, mais question de surface égale réponse de surface égale résultat de surface. Si vous voulez des résultats de surface, posez des questions de surface.
Quand j'entends question de surface, entendez question convenue, question avec peu de profondeur. Tentez d'explorer aussi au travers de vos interlocuteurs à conjuguer votre découverte à 3 temps: passé, présent, futur. Souvent, on va découvrir, on va rentrer dans des découvertes, souvent au présent. On va rarement projeter en fait la découverte de notre client dans ses souhaits, dans ses défis, dans ses enjeux, donc finalement dans ses visées futures. Et rarement on vient chercher aussi d'où il vient et pourquoi il est arrivé là. Pourquoi il a ce besoin-là maintenant. C'est très rare qu'on aille chercher dans le passé. Et souvent, quand vous faites des découvertes à ces 3 temps-là, vous avez toutes les clés pour pouvoir aider votre interlocuteur à trouver une solution. Si votre produit est le bon, bah, vous êtes en course. Ce que je remarque aussi dans les découvertes, c'est que souvent, on ne va pas s'assurer de quels sont les facteurs de décision. Qu'est-ce qui va emporter la décision? Est-ce qu'il y a un point? Est-ce que quand vous nouez un partenariat, il y a 2 ou 3 points qui sont vraiment primordiaux pour vous, monsieur l'acheteur? Et de les faire verbaliser pour que voir si déjà, un, nous, on peut cocher les cases, et deux, bah, faire valider avec lui qu'on coche les cases dans notre offre. Donc ça revient également aux critères de choix. Et de bien comprendre en fait au niveau des décisionnaires également, si la personne qu'on a en face de nous est le principal décisionnaire, est-ce qu'il y a des co-décisionnaires, et si on peut voir à peu près comment ça fonctionne pour pouvoir avoir une idée de la longueur du cycle de vente dans lequel on rentre. Toujours pareil, dans le côté, je fais une découverte et je me mets du même côté du bureau que mon interlocuteur. Quelles sont les alternatives ou les pistes explorées en parallèle de l'offre que vous proposez? C'est toujours intéressant de savoir sur quoi vous êtes en compète. Mais force est de constater qu'on remarque souvent que c'est des questions qu'on n'ose pas poser. Reste sur des questions de surface. On ne veut pas prendre le risque de rentrer là-dedans. Et c'est pas pour parler en mal de tel ou tel concurrent ou telle solution alternative. C'est que quand on achète ou quand vous allez présenter votre offre, n'oubliez pas que l'expérience client que vous faites vivre à votre interlocuteur est super importante. Donc si finalement, vous pouvez aussi vous positionner sensiblement des fois comme une autorité de marché et le guider aussi dans les choix ou dire « ouais, ça c'est intéressant, c'est aussi une alternative qui est viable ». En revanche, ça vaut peut-être le coup de faire attention à ça et ça. Voilà, si vous apportez de la valeur et ça peut faire une vraie différence dans les appels, ou dans les rendez-vous tout simplement. Et puis, encore une fois, projetez-le aussi dans qu'est-ce que serait une collaboration réussie. Parce que dès lors qu'on se projette un peu dans le futur, ce qui est intéressant, on va le voir tout à l'heure dans les signaux à repérer, ben vous allez voir si votre client il embarque, sans mauvais jeu de mots, ou pas. Et le coût de ne pas donner vie au projet, à court, moyen ou long terme. C'est toujours intéressant d'aller chercher ce type d'informations, parce que vous allez aussi faire verbaliser en fait la carte du monde de votre interlocuteur et finalement la connaissance aussi du sujet ou du projet. Donc une découverte, souvent on fait des découvertes trop light, c'est vraiment dans le top 2 des erreurs qu'on voit régulièrement. C'est un peu comme si un chirurgien se lançait dans une série d'opérations sans avoir regardé les radios. Moi, j'irais pas me faire opérer chez ce mec-là. C'est-à-dire qu'il prend pas l'imagerie pour voir où il faut qu'il opère. Ok? Vous, la découverte, c'est votre scanner ou c'est votre IRM ou appelons ça comme on veut. Ok? À partir de là, en fait, vous pouvez avoir les bons arguments, les arguments qui font mouche, parce que dans ce scanner ou dans cette découverte, ben, en fait, vous avez aussi découvert le système de valeurs, les critères de choix, les cycles, bref, tout ce qu'on vient de s'évoquer à l'instant. C'est un élément, on a parlé de fondamentaux, mais en fait, c'est un élément en fait, qui est très important à ne pas négliger. Ne pas oser engager ses prospects. On donne vie au projet, on y va. Ça, souvent, on a peur, en fait. On a plus peur que l'acheteur parce qu'en fait, on y met un enjeu. Autant on a pu avoir une intention qui était celle d'aider, quand vient l'heure de vendre, en fait, il y a encore cette cap du commercial là, qui arrive, ou des fois on n'ose pas. On n'ose pas engager le prospect de peur qu'ils disent non. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que à la base, vous partez avec un non.
Donc, vous avez peur d'un non que vous avez déjà. Donc, au mieux, vous aurez oui, il faut oser. Mais pourquoi on n'ose pas? C'est souvent que on s'est donné la peine de créer du lien avec notre interlocuteur et qu'à ce moment-là, on a peur de le casser. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Pourtant, en fait, aider la personne à s'autoriser, aider la personne à faire un bon choix, eh bien, ça passe par oser. Il y a des signaux, en fait, qui vous permettent de voir aussi le moment où vous pouvez commencer à oser. Des fois, il n'y en a pas, donc il faut oser tout court. Mais ces signaux peuvent être tout simplement quand votre interlocuteur commence à parler au futur, commence à parler de mise en situation, en projection. Ça, c'est important. Quand il vous donne même une objection qui n'est pas une objection en bloc, qui est une objection sur un pan ou un détail, il a peut-être juste besoin d'être rassuré. Si ça ne l'intéressait pas, c'est pas une objection qu'il vous donnerait, c'est non. Objection, c'est pareil, c'est un signal en fait, comme quoi ça vaut le coup d'y aller, d'aller au charbon et oser. Donc c'est toujours intéressant dans ces considérations-là aussi de faire comme si votre offre c'était totalement une évidence. Ça aide. Donc, aide à l'autorisation, aide à la décision. OK? Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous devez faire un choix d'acheter ou pas, dans une fraction de temps, en fait, vous êtes entre le ça va et ça va pas. Et en fait, si vous prenez une décision de ne pas acheter, ce qui est le plus simple pour votre cerveau, ça va mieux tout de suite. Si vous prenez la décision d'acheter, c'est pas aussi instantané que si vous n'aviez pas pris la décision, que si vous aviez pris la décision de ne pas acheter. Là, il va falloir que vous soyez un petit peu rassuré, conforté, accompagné là-dedans. Donc, on sait que c'est inconfortable et si vous êtes des freelances et indépendants, eh bien, en fait, vous le savez d'autant plus que prendre des décisions pour sa boîte, c'est pas toujours simple. Et en fait, et que certaines fois, on a besoin d'être aidé. Et ça, c'est votre rôle et ça fait aussi partie de la vente si vous voulez obtenir des résultats qui vous ressemblent ou qui vous conviennent, tout simplement. Bon, c'est ce qu'on appelle vulgairement tendre le stylo. Et bon, pour tendre le stylo, bon, vous savez, hein, c'est un secret, mais c'est pas un secret. C'est dans la préparation, en fait. Dans la préparation, se cache le succès. C'est-à-dire que c'est là aussi où vous pouvez préparer aussi des phrases d'engagement qui vous ressemblent, dans lesquelles vous êtes plutôt à l'aise pour faciliter votre client à passer à l'action. Et vous facilitez aussi, vous, à passer à l'action pour vous donner des chances de conclure. Toujours dans cette notion de préparation, le point numéro 4, c'est pas se préparer au traitement d'objection. Là, j'ai pas développé davantage, mais ce que je peux vous dire, c'est que bon, déjà, une objection, c'est juste une information. Hein. C'est une information qu'on vous donne. Et elle peut être réelle, elle peut être réelle, fondée ou pas fondée, mais dans tous les cas, certaines de ces objections sont très récurrentes. Et en fait, si elles sont très récurrentes, vous devez tous et toutes être ceinture noire pour de réponses à cette typologie d'objections qui sont récurrentes dans vos affaires. C'est important en fait d'avoir une réponse adaptée. Donc bien sûr de l'accueillir, de la comprendre et de la traiter. Et donc c'est dans ce traitement-là, à ce niveau-là précis, en fait, ça vaut le coup d'identifier. Le conseil que je vous donnerai là, c'est peut-être de faire un inventaire sur vos segments produits ou vos différentes cibles, des objections récurrentes que vous pouvez avoir et de commencer à réfléchir comment je peux les traiter. Et rien que cette phase de préparation fait que quand vous arriverez dans le live, vous serez peut-être plus alerte, plus agile en fait pour les traiter efficacement sans rougir ou être séché parce qu'on ne sait pas quoi répondre. Ou simplement mal à l'aise parce que ce n'est pas toujours des moments agréables. Et puis, 5e erreur, c'est que dans chaque business, il y a un cycle de vente. Okay, on n'est pas toujours en one shot, c'est-à-dire je te rencontre la première fois, je te vends ma solution. Il peut y avoir des cycles de vente qui sont plus ou moins longs. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est d'être aussi relativement au clair sur la relance. Sur la relance, c'est quoi? C'est tout simplement comprendre qu'il y a plusieurs prétextes. Okay, une relance, c'est un prétexte finalement, de rappel ou de revisite. Ça peut être un appel de courtoisie, avec ce que moi j'appelle une question bonus. J'aime bien laisser des questions sensiblement en suspens dans un rendez-vous,
qui font que si on a l'impression de savoir s'être tout dit, bah, sur la base de cette petite question bonus, bah, je peux toujours rappeler la personne. Ça peut être une question tout simplement secondaire, comme peut-être même aller rechercher une problématique spécifique dans un rendez-vous en disant écoutez, quand j'aurai l'info, je reviendrai vers vous. Ou est-ce que vous dites là, c'est intéressant, ben, en fait, c'est pas quelque chose que je traite dans ma structure, mais je connais du monde qui pourrait peut-être me renseigner. Dès que j'ai l'information, je reviendrai vers vous. Ok? C'est déjà une démonstration, un échantillon de service que vous pouvez donner. Ça peut être tout simplement de revenir plus tard. Ça n'a pas conclu sur le premier semestre 2021. Vous revenez en deuxième semestre ou en en deuxième semestre, ce sera très bien, comment dire, pour faire un petit check de la satisfaction actuelle, peut-être de son prestataire actuel. Savoir comment ça se passe. S'il y avait des points d'amélioration, ça serait lesquels? D'accord? Moi, ça m'intéresse parce que nous aussi, on est dans une démarche de progression. Voilà. Et puis, l'idée, c'est de créer, en fait, vous êtes donné la peine à un moment d'avoir un lien avec un prospect, un contact, et bien, en fait, d'entretenir cette relation au-delà de l'enjeu de la simple vente d'aujourd'hui. Et ça, en fait, hors de tout doute, quand on mesure les stats, avoir une relance efficace avec, et ne pas hésiter à rappeler ses prospects, en fait, c'est la garantie d'augmenter ses résultats et certaines fois de la recommandation. C'est pas rare de voir même des prospects qui sont déjà enfermés avec un prestataire sur un contrat sur une longue durée. En fait, de trouver que votre approche est tellement sympa ou voilà, il bloquait lui contractuellement, mais de vous adresser également d'autres prospects ou de vous avoir recommandé ailleurs. Ça peut être des nouveautés chez vous, un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau partenariat, un nouveau site internet. Les idées, en fait, sont nombreuses. Il y a toujours des nouveautés. On est toujours en mouvement. Il y a toujours des nouveautés. Un point sur les besoins. Why not? Bon, c'est là où on trouve l'essentiel de la relance aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, le petit tips ou le petit conseil que je pourrais vous donner à ce stade-là, c'est essayer quand vous avez un contact avec qui on n'est pas sur une transformation, donc une signature de contrat dans la foulée, toujours repartir avec une petite action à faire. Une petite. Voilà. Ce qui permet en fait d'être très au clair sur avoir des prétextes de rappel sans se dire oh, je vais le déranger. Oh là là, ça se fait pas, je vais le déranger, et ainsi de suite. Et toutes les fausses croyances qu'on peut avoir au travers de tout ça. Voilà, en résumé en 4 lettres, je vais finir là-dessus de façon très, très courte. C'est processus de décision, vous connaissez peut-être. A, créer de l'attention, okay, créer du lien, interpeller, piquer la curiosité, créer de l'attente. 1, I de Aïda, intérêt. Donc, faire en sorte que le prospect, lui, se reconnaisse, décrire les avantages, les bénéfices. Hein. Là, on est vraiment sur la partie opportunité. Créer le désir, c'est simplement projeter et lever les freins à la solution. Donc on engage la transformation. A, action, c'est lever les freins à l'achat, provoquer l'engagement via une proposition. Donc s'il y avait un mot de la fin, ça serait oser de manière structurée. Voilà ce que je peux vous dire pour cette première intervention en barque sur le chemin de maximiser vos ventes et puis de faire en sorte que ça ne soit pas énergivore pour vous parce que ça s'appuie sur des fondamentaux qui font leur preuve tous les jours sur le terrain. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Nicolas. C'était une super intervention. Moi qui aime le commerce, j'ai tout compris depuis le départ, donc c'est déjà un bon signe. Et je trouvais que c'était une présentation qui était très apaisante et qui permettait de comprendre c'est les premières clés du commerce. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Alors, aux consultants indépendants, mais je me reconnaissais aussi assez finalement dans ce que tu disais. Ça, avec une société, ça marche aussi. Donc c'est super clair. Donc de toute façon, s'il y a des questions, l'avantage c'est que on va envoyer les contacts pour qu'on puisse te joindre sans aucun problème. Et quoi qu'il arrive, pour ceux qui ont raté la fin, j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui avaient dû partir en cours. Le replay sera mis à votre disposition dans très peu de temps. Il n'y a pas de sujet, vous allez pouvoir le revoir à la place de Netflix ce soir. Ce sera l'intervention de
Mais pour le coup, c'est vrai que c'était une très très bonne première intervention et au plaisir d'une prochaine, sans aucun doute. Je pense que, et vu les commentaires, ça a plu à tout le monde. Bon, bah, super. On est sur des fondamentaux. On avait dit que c'était pas sexy. Et c'est vrai que c'est pas sexy. Mais en fait, Romain, ce que tu dis, en fait, c'est parfaitement dans le vrai. Remarque, j'avais aucun doute sur le professionnalisme de l'équipe Embarque dans tous les cas. Mais en fait, on est sur des fondamentaux. Donc finalement, qu'on soit fondateur d'une boîte, qu'on soit freelance, quelque part fondateur, qu'on soit commercial, qu'on soit directeur commercial, qu'on vende des Boeing, des sacs à main, des prestations de services, de conseils ou autres, c'est les mêmes fondamentaux. Il y a des choses qui vont, bien sûr, il y a des nuances, il y a des approches qui vont être différentes, suivant aussi le support sur lequel on travaille. Mais en fait, ces techniques finalement de se faire comprendre, se faire entendre et de s'assumer en tant que tel aussi, hein, d'assumer le fait que, encore une fois, je répète une dernière fois, mais votre offre, une vente, un client. Et ça, c'est une boîte. Donc la vente, c'est important. C'est hyper important et que tu aies vulgarisé aussi certaines choses. Après, je pense que des consultants indépendants ou des chefs d'entreprise qui se lancent du jour au lendemain, parfois ils me contactent, parfois ils se lancent en direct, mais j'en vois quand même, pas tous les jours, mais bon, au moins une fois par semaine. Et alors, la vente, c'est toujours très obscur pour ceux qui ne l'ont jamais pratiqué. Ça fait peur parce que faire de la vente, c'est quand même se mettre à nu dans un certain sens. Émotionnellement, c'est quand même des émotions quand on n'y a jamais goûté, c'est quand même des premières fois qui sont étranges. Mais pour le coup, notamment les commerciaux français ont été beaucoup éduqués à penser qu'un commercial, c'était juste Jean-Claude Convenant qui arrivait, qui n'avait pas de méthode. Malheureusement, ça a été finalement assez peu le cas, hein, même auparavant, mais maintenant, encore plus que jamais, il faut des méthodes. Donc, et pour ça, c'est bien que tu aies une première intervention, à mon avis, qu'il faut conforter avec de la pratique et puis du succès aussi, ce qui permet aussi de capitaliser là-dessus. Et si tu me permets, Romain, j'aimerais en tout cas profiter de ta présence aussi par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a les méthodes, mais il y a aussi votre intention. Ok? C'est-à-dire que quand vous vous engagez dans un rendez-vous commercial, dans un rendez-vous partenarial, bon bref, à une dominance commerciale, en fait, bien sûr, il y a la méthode. Bien sûr, il y a un objectif à la fin qui serait de vendre. Mais votre intention, c'est vraiment d'aider votre client avec votre produit. Et moi, c'est par exemple ce que j'ai beaucoup aimé dans les premières interventions avec Embarque. L'équipe ne m'a parlé que de la communauté. C'était le focus, c'était la valeur et la communauté. Et en fait, quelque part, vendait l'occasion de pouvoir, intervenir. On vendait une idée, un peu l'histoire du film de tout à l'heure. Et en fait, c'est parce que l'intention était bonne que les choses se font naturellement. C'est pas que par rapport à la sympathie de l'équipe. Être sympa, c'est pas un métier. Ça fait partie de mes punchlines. Tu vois, c'est pas un métier. Et pourtant, l'équipe a été sympa. Donc, c'est vraiment l'intention, en fait, qui fait que les choses se sont faites comme ça. Et comme toute vente réussie, en fait, va démarrer aussi par votre intention d'aller porter votre solution, telle qu'elle soit, pour aider votre client, qui sera, lui, conscient ou pas, en fait, qu'il a ce besoin certaines fois. C'est là, en fait, que la vente peut parfois être technique. Et en fait, je finis juste là-dessus, mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que là, peut-être que pour certaines personnes qui n'aiment pas la vente, ils se disent « Ouais, mais là, c'est de la manipulation. » Mais quand tu vas chez un kiné, chez un kiné ou un ostéopathe, s'il voulait te faire mal, il est bien placé pour. Mais son intention, c'est de te faire du bien, c'est de répondre à ton besoin. OK? Et il n'y a pas de problème avec que l'ostéopathe ou le kiné te manipule. Parce que son intention est bonne. Donc toi, finalement, si tu as un problème avec le terme manipulation, parce qu'il y a beaucoup de bouquins aussi de vente qui ont été traduits de l'anglais au français, qui utilisent tous ces termes-là, qui viennent encore conforter que c'est quelque chose de pas top. Mais ça dépend toujours de votre intention. Quand vous avez créé votre structure, quand j'entends structure, j'entends votre offre, elle est là pour répondre à un besoin de quelqu'un qui en a besoin, conscient ou pas.
Et donc, en fait, votre intention, c'est nécessairement de solutionner un problème, de combler quelque chose. Et en fait, il ne faut jamais perdre cette intention. Et le moment dans la vente où vous pouvez commencer à le perdre, c'est quand commence à avoir la négociation sur le prix. Gardez votre intention jusqu'au bout. Parce que c'est cette énergie-là qui fait la différence. Un petit tip. Je pense que tu as raison. L'intention, c'est là où on se retrouve souvent avec un client et c'est ce qui fait que la vente sera réussie. Et puis après, il y a un spectre de valeurs aussi qui vont faire qu'on va se retrouver avec le client. Au-delà de la méthodologie qui est importante, je pense qu'il faut y passer. Après, qu'on Clair. être plus à l'aise avec la méthodologie, on peut sortir un peu des sentiers battus pour tester des choses effectivement. Mais l'intention, il y a de l'émotion, il y a des valeurs et tout ça, ce ne sont que des affaires d'hommes et de femmes, évidemment. Donc, c'est pour ça que les intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on va avoir quelqu'un qui a un sentiment. Il faut que le sentiment soit certainement de la bienveillance, sinon la vente se fera certainement pas. Et tout le monde a le fait de pouvoir sentir quelqu'un, une bonne ou une mauvaise intention. Donc ça, il est très important de rester dans des bonnes intentions, des intentions qui soient louables. C'est important. Et quelqu'un qui a une intention d'aider, en fait, et qui a la méthode, il devient 10 fois plus fort que quelqu'un qui a juste la méthode. Celui qui a juste l'intention et un super produit, il va marcher, mais il va faire toujours en yo-yo, en fait, parce qu'il ne rentrera pas dans les déclics psychologiques de son acheteur pour passer à l'action, parce que souvent on n'osera pas. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Bon, bah, du coup, la prochaine fois, étape 2, on imbrique tout ça. Avec plaisir. On fait ça. En tout cas, c'était super. Sophie, je te laisse conclure peut-être. Oui, alors est-ce qu'il y a des participants qui auraient des dernières questions à poser à Nicolas tant qu'il est là? Parce que sinon, on va vous passer son contact, vous pourrez le contacter directement. Mais là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore 2-3 minutes. Et puis sinon, on est très content que ça vous ait plu dans la grande majorité. Un grand merci à toi, Nicolas, parce que c'était très, très clair. Moi qui ne suis pas vendeuse ou sales, ça m'a ouvert les yeux sur le métier que fait Romain tous les jours. Donc voilà, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Écoute, merci, c'est partagé. Bon, bah, je pense que personne n'a de questions. Pas de questions. Bon, en tout cas, merci Sophie, merci Nicolas. On se retrouve plus. Et puis, bon, bah, du coup, le contact de Nicolas sera donné. Celui d'en bas, vous l'avez évidemment. Et puis, au plaisir du prochain webinaire. Voilà. Ça marche. Au revoir. À bientôt. Salut.